Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui, on a un sponsor de fou sur l'émission. C'est Rhinoshield. Ils font des coques de protection. Ça soit sur iPhone, sur Android par exemple. Les Apple Watch, les AirPods aussi, Guillaume. Ils font des collabs, par exemple avec le PSG, avec Star Wars, avec One Piece. Exactement, il y a des collabs de ouf. Vous pouvez faire même vos propres coques si vous êtes un peu créa. Donc on vous met un lien cliquable sous la vidéo. Vous avez 60% sur tout le catalogue. Et 10% en plus comment, Guillaume? Avec le code QG. Voilà, vous marquez juste QG, donc vous aurez 10% de plus par rapport aux 60% déjà. C'est magnifique ça. Existant, donc allez leur donner de la force, allez nous soutenir aussi. Merci à eux de nous sponsoriser l'émission, ça fait plaisir, ça nous permet de faire des belles émissions comme le QG. On a un invité génial aujourd'hui. Il est exceptionnel. Et pas n'importe lequel, c'est parti. Allez, hop. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Que dire QG exceptionnel aujourd'hui, soyez les bienvenus avec notre ancien président de la République qui a sorti un livre qui s'appelle Affronter. Exactement. On l'accueille maintenant, monsieur le président François Hollande. Monsieur le président, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'inviter. C'est un honneur. Alors vous sortez un livre qui s'appelle Affronter. On va en parler. Vous connaissiez l'émission ou vous la découvrez pour savoir? Je la découvre, je n'ai vu quelques extraits, mais pas en totalité. Mais c'est pas parce que je trouvais ça pas bien. Hein. Vous avez vu qui comme extrait par exemple? Black M. Ah c'est vrai, on embrasse Black M, alors c'est marrant. Alors, vous parlez de la vie politique actuelle, des gens qui l'occupent aujourd'hui, on va vous poser plein de questions. Vos idées pour la France aussi, c'est très intéressant. J'ai vraiment lu entièrement, j'ai même mis du stabilo, alors on a vraiment travaillé. Si vous acceptez de répondre un peu à nos questions, on a plein de questions sur le métier de président de la République, sur ce qui s'y passe, etc. Mais on commence toujours par le CV de l'invité. Ouais. Petite question simple, réponse simple, très facile. Alors, nom, prénom, âge. Oui, et c'est encore une fois un honneur de vous avoir ici. Ça, je crois que je peux répondre assez facilement. Hollande, François, né le 12 août 1954 à Rouen. Magnifique. Vous êtes le premier à avoir bien dit votre nom avant votre prénom. Il y a tout. Profession. Profession, j'ai été conseiller à la Cour des comptes. C'était ma profession. Puis ensuite, j'ai été parlementaire, élu local et président de la République. Incroyable. Profession des parents. Mon père était médecin et ma mère assistante sociale. D'accord. Situation familiale. Je suis père de 4 enfants. Très bien. Alors là, il y a une question que j'ose pas, mais je vais la faire quand même. Revenu fiscal déclaré. Je vais faire la fin à tout le monde, mais là, j'ai fait un peu. Vous les avez. Mais c'est pas lui qui devrait se cacher, ce sont tous ceux qui cachent leurs revenus. C'est vrai. Les miens donc, sont connus, je gagne 9 000 € par mois. Point sur le permis de conduire. Comme je ne conduis pas, j'ai la totalité de mes choses. Super, génial. Vous ne conduisez plus du tout. Comment ça se passe? C'est vrai quand on est président? Non, c'est d'ailleurs une privation, j'aime conduire. J'ai longtemps conduit toutes sortes de véhicules, vous êtes au courant. Donc j'ai... Et là, aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, pas parce que je serais un danger pour la circulation, mais voilà, des policiers, des gendarmes me conduisent. On va parler après, justement, quand on est président, justement, on a un service de sécurité, on a plein de choses qui ne sont pas forcément agréables au quotidien, j'imagine, sur toute la vie. On va en parler, si vous voulez bien, tout à l'heure. Dernière fois que vous avez eu affaire avec la police, truc rigolo, ça peut être quelqu'un qui vous arrête, qui vous a pas reconnu. J'ai tout le temps affaire avec la police parce que vous êtes elle m'accompagne partout. Bah oui, donc ça marche pas comme question. Je n'ai jamais eu à décliner mon identité, si c'est ça que je voulais dire. Oui. En fait, quand on est président, tous les Français vous connaissent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui ne vous reconnaît pas dans la rue. Bah oui. Oui, je m'inquiète quand je ne suis pas reconnu. Alors, meilleur souvenir en tant que président de la République? Le meilleur souvenir, je l'évoque souvent, même s'il était dans une période très dure, très triste, ça a été la grande manifestation du 11 janvier 2015, après les attentats contre Charlie, l'hypercachère, la policière aussi qui avait été tuée. Donc 4 millions de Français se sont levés, ont défilé. Et à Paris, il y a eu pratiquement tous les chefs d'État et de gouvernement de la planète qui sont venus derrière moi pour défiler au nom de la liberté d'expression. Ils n'étaient pas tous des démocrates, mais ils étaient tous dans la rue. On a une photo, si vous voulez bien, en régie. Je sais qu'on l'a. Je crois que c'est une photo de votre bureau
que votre assistante s'est permis de m'envoyer, si vous voulez bien qu'on la montre. Allez-y. Je crois que vous avez quelques photos dans votre bureau et Oui. s'est permis de m'envoyer des photos pour illustrer un peu ce que vous avez bien autour de fait. vous. Et je sais qu'il y a cette photo où vous êtes à côté d'Angela Merkel. Et du président malien. Et de Netanyahou aussi, non? Et Netanyahou d'un côté et Mahmoud Abbas de l'autre. C'est ça, il y a la vraiment première tout le fois monde. qu'ils étaient réunis pour une manifestation. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez la photo en régie. Ah oui, donc là, il y a vraiment tout le monde. Ouais. Oui, il y a Ça, c'est- Angela Merkel qui regarde, vous voyez, elle a la tête parce qu'elle voit des personnes sur le balcon. On est boulevard Voltaire. Et Netanyahou, comme d'autres chefs d'État et de gouvernement, sans doute Madame Merkel aussi, pensait qu'on avait évacué toute la population qui vivait boulevard Voltaire pour assurer Ah oui. la sécurité de cette Parce que là, il y a quand manifestation. même tous les présidents. Parce que là, c'est vrai, C'est- c'était d'une certaine façon un risque qu'on en prenait. Ouais. Et qu'ils prenaient, les chefs d'État et de gouvernement, parce que c'était au lendemain d'attentats. Nous étions dans la rue, exposés. Bien sûr, toutes les conditions avaient été réunies pour garantir Sécurité. que cette manifestation se déroule normalement. Mais enfin voilà, elle se pose la question, sans doute, Angela, pourquoi il y a encore des gens qui sont sur le Inquiète, en fait. balcon. Regarde. Peut-être qu'elle est inquiète. J'imagine. Et ça, c'est un de vos moments. Je crois que c'est votre photo préférée. Ouais, je trouve que je la trouve belle parce que vous avez l'ensemble du monde. Vous avez à l'extrême droite de la photo, c'est le président ukrainien qui est venu. Et donc, il y a aussi un Russe qui est là. Il y a des rois, il y a des reines, il y a des présidents, il y a des chefs de gouvernement. Il y a l'Europe, bien sûr. Et puis, il y a Israël et la Palestine. Je trouve que c'est finalement la plus belle photo que la France peut renvoyer Ah, d'elle-même. merci de l'avoir amené. En tout cas, avec vous. Alors, on va reparler de votre présidence après, mais la personne rencontrée qui vous a le plus impressionné, puis après on va reprendre votre vie. Quand vous étiez président, est-ce que quelqu'un vraiment vous a impressionné, vous a dit, cette personne a du charisme? J'imagine qu'on rencontre beaucoup de gens. Oui, impressionné, on peut l'être favorablement. Quand j'ai rencontré Barack Obama pour la première fois, j'avais l'image de Barack Obama et la réalité correspondait à peu près à ce qu'il renvoyait, c'est-à-dire un homme qui a du charisme et puis qui était le premier président noir élu aux États-Unis. Et puis on peut être impressionné défavorablement. Et la première fois que j'ai vu Vladimir Poutine, j'ai compris à qui j'avais affaire. J'imagine. Ah, c'est vrai, on voit tout de suite une différence d'aura. Oui, parce que je pense qu'il veut qu'on le voit ainsi. Ouais. On a une photo avec Vladimir Poutine de tous les deux, là. Voilà. Vous voyez ? Tu sais qu'il il fait peur. Ouais, Vous c'est- voyez. Bah, Tu en le fait, croises dans la rue, on t'es sait pas jamais à l'aise, si quoi. c'est de la com. Par exemple, parce que nous, on peut avoir une image, vous voyez, de consommateurs, entre guillemets, de réseaux, Oui. etc. On sait jamais la différence entre la vérité, parce que parfois en télé, il y a des gens qui ont une très bonne image, qui sont pas forcément sympas. Et donc lui, il Non, est je froid. crois qu'il veut donner cette image-là, c'est-à-dire un homme dur, un homme qui n'hésitera pas à employer la force si il considère qu'elle est possible, et un homme qui respecte la force. Mhm. C'est pour ça que avec la Russie, on le voit bien en ce moment, avec ce qui se passe aussi en Biélorussie, La géopolitique est compliquée. il en ce moment. convient de montrer de la force. Et ensemble, on avait été capable de pouvoir se faire respecter. Et notamment lorsqu'il y a eu les discussions sur l'Ukraine, puisque les dissidents ukrainiens, enfin, en fait, les séparatistes poussés par la Russie, occupaient une partie de l'Ukraine. L'Ukraine était en guerre, et donc il était important d'arrêter ce processus. On a passé une nuit avec Vladimir Poutine, Merkel et moi, vous voyez, c'était sympathique. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote, nous dire si elle est vraie? Un jour, il a eu un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy, Oui. où ils avaient soi-disant bu, parce qu'on voyait Nicolas Sarkozy qui était un peu hésitant, bégayant. On ne savait pas s'il qu'il lui a avait fait bu, peur on ne savait pendant pas le trop exactement ce qui s'était passé. Est-ce que vous avez eu des infos sur Internet? Certaines personnes disaient qu'ils avaient reçu un coup de pression de Poutine. Est-ce que vous savez ça? Non, je n'ai aucune information par définition, puisque c'était Nicolas Sarkozy le président à l'époque. Je ne crois pas qu'ils avaient bu, parce que Vladimir Poutine, même s'il aime la vie, Il ne boit pas. Mais il aime boit- la vie. Hein. Il ne boit pas l'alcool, en tout cas Ouais. devant moi. Et quant à Nicolas Sarkozy, pour ce que j'en sais, c'est qu'il ne boit pas. Donc c'est qu'il s'était passé autre chose. Ouais. Quoi Vous l'interrogerez. Mais sans doute que l'entretien avait été viril, comme l'on dit. Oh là là, c'est Bah, quand on aura Poutine une prochaine fois, On lui demandera. N'hésitez pas. Et dans le plateau, ne fuyez pas. Pour reprendre votre vie, en fait, votre papa était ORL, c'est ça? Ça a été au Torino.
Otorino. Et votre maman, assistante sociale. Ouais. Donc pas forcément un chemin dans la politique. Si, parce que mon père avait des idées politiques qui étaient de droite presque extrême. L'Algérie française, à l'époque où cette question était posée. Donc, il en parlait beaucoup. Ma mère était plutôt de sensibilité sociale, on dirait de gauche. Pardon. Donc, Vous étiez un peu c'est entre les pas deux. si simple dans table. le dialogue conjugal. Et j'écoutais. Et je remercie mes parents parce que je me suis construit plutôt politiquement contre mon père. Et j'ai plutôt apprécié la démarche de ma mère, sans avoir à choisir entre l'un et l'autre, parce qu'on aime ses parents de la même manière. Mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour des familles que de parler politique. C'est de parler, non pas simplement des personnes, mais des idées, de manière à ce que l'enfant, l'adolescent se construise aussi, et à un moment soit curieux et cherche lui-même son propre cheminement, ses propres convictions. C'est ce que j'ai fait. Au début du livre, vous dites votre livre est dédié à mon père qui croyait avoir tout vu. Bah, mon père est mort pendant la période du Covid. Il avait 96 ans. C'est un âge respectable, sans doute, pour partir. Et il avait donc connu la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, les événements que vous savez, mai 68, d'autres crises. Et il était assez pessimiste sur le monde. Mais il ne pensait jamais qu'il y aurait une crise sanitaire dans laquelle, hélas, il serait obligé de s'isoler. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre, c'est que on ne peut pas tout prévoir, mais on peut tout préparer. C'est-à-dire faire en sorte qu'on soit prêt pour la prochaine crise. Je pense qu'elle sera climatique, donc il faut qu'on puisse prendre des décisions lourdes, parce qu'on n'a jamais tout vu. C'est pour ça que vous avez organisé la COP21 ? C'est pour ça que j'avais organisé la COP21, qui avait été un succès au sens où il y avait eu un accord général, des engagements qui avaient été pris par tous les pays. Bon, maintenant, il faut aller encore plus loin que les accords de Paris. La COP21, c'est ce qui s'est produit à Glasgow, mais avec beaucoup de réserves. Et il faut se dire la chose très simplement. Il va falloir qu'on aille faire des efforts, beaucoup plus fort et beaucoup plus courageusement qu'on l'a fait jusqu'à présent. C'est le sens aussi du livre que j'ai écrit, Affronter. Il faut essayer d'affronter ce qui est inéluctable, ce qui arrive devant nous, pas essayer de fuir. Je vais y arriver sur le livre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, pour le coup, parce que vraiment, vous parlez sans langue de bois. Nous, c'est vraiment ce qu'on aime dans cette génération aussi, c'est de pouvoir parler librement, comme si on était dans la vraie vie, et pouvoir comprendre les gens. Vous étiez déjà un leader à l'école, au collège ? Parce que pour être président de la République, il faut quand même être un leader. Souvent, on m'a posé la question, est-ce que très jeune, vous aviez pensé être président de la République ? Non. Ça ne vient pas comme ça, spontanément, même si je regardais la télévision, il y avait des campagnes présidentielles. La première, j'avais 10 ans, la campagne présidentielle de 1965, Général de Gaulle, François Mitterrand, c'était la première fois qu'on voyait des candidats s'exprimer. Donc je m'y intéressais. Mais c'est vrai que j'aimais être délégué de classe. J'ai été toute ma scolarité délégué de classe, d'ailleurs. Et avec des petites conneries quand même à l'école, parfois au collège Jean-Baptiste de la Salle à Rouen, apparemment vous jetiez des boules puantes dans les salles de classe. C'est vrai ça ? Je ne sais pas s'il est encore en vie, celui qui vous a raconté ça. Un petit c'est mignon, ça va. Je crois que c'est Alain Préau. Peut-être, oui. Vous voyez qui c'est ? En tout cas, lui, il s'en souvient. C'était sur Europe 1, c'est apparemment écrit comme un ami d'enfance. Et ensuite, vous étiez au lycée, vous partez à Neuilly pour comprendre un peu le cheminement de votre vie, scolarisé au lycée Pasteur, où il y avait Christian Clavier. Oui. C'est vrai cette histoire, oui ? Elle est vraie. Il était dans ma classe en terminale. Mais non. Oui. Et après, il a fait Sciences Po pendant quelques mois avec moi. Puis après, il a arrêté. Ah, je savais pas qu'il avait fait Sciences Po. Il a commencé. Mais il était bon élève. Je voudrais surtout pas laisser penser qu'il n'a pas réussi. Il est bon élève et qu'il a voulu être comédien. Après, il a fait son chemin. Après, vous partez à l'ENA, enfin Sciences Po, puis l'ENA. En gros, pour comprendre, qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA ? C'est l'École nationale d'administration, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce qu'on apprend vraiment ? On passe ce concours-là pour devenir fonctionnaire, cadre de l'administration, pour être ambassadeur, préfet en fin de carrière ou administrateur dans les ministères, ou à la Cour des comptes, au Conseil d'État, etc. Ce qu'on apprend, c'est une certaine
rigueur administrative, justement, un raisonnement, une connaissance de ce qu'est le fonctionnement de l'État. Et je crois que c'est très important. Moi, je sais que cette école est souvent critiquée à juste raison quant à l'étroitesse de son recrutement, le fait qu'elle ne soit pas forcément représentative, même si, à mon avis, elle est plus représentative que beaucoup d'autres grandes écoles. Parce qu'il y a un concours interne pour les fonctionnaires, parce qu'il y a une troisième voie pour les militants associatifs ou les élus locaux. Bon, mais on y apprend et on y apprend surtout à se préparer à décider. Et puis, il y a une autre qualité qui peut être un défaut, c'est qu'on s'y fait des amis. Alors, ça peut être une qualité parce que c'est toujours bien de se faire des amis. Ça peut être un défaut parce que ça peut donner l'impression que c'est un réseau qui va ensuite se partager les places. Pas que des amis, Ségolène Royal, vous l'avez rencontré là-bas aussi. Oui, c'était pas qu'une amie. Voilà, c'est autre chose. Une autre amitié. Et après, vous rentrez à l'Élysée, donc à l'époque de François Mitterrand. Oui, enfin, vous le dites dans le livre, ça. Hein, oui. Si je peux citer juste la page 91, vous dites « Au lendemain de la victoire de François Mitterrand, j'ai rejoint l'Élysée quelques mois, puis je suis devenu le directeur de cabinet de Max Gallo, porte-parole du gouvernement. C'était un poste d'observation particulièrement précieux. » C'est là que vous avez pu comprendre vraiment l'Élysée? J'avais 26 ans, donc je venais de sortir de l'ENA, j'avais fait 1 an ou 2 à la Cour des comptes, et je suis immédiatement projeté à l'Élysée, puis ensuite directeur de cabinet d'un ministre, qui en plus est un écrivain journaliste, qui m'initie quand même à la connaissance de ce qu'était le milieu de la presse, et donc j'ai beaucoup appris, et du fonctionnement de ce qu'est la machine, y compris de la présidence de la République, ce qui fait que quand je suis devenu président de la République, disons 30 ans après, si j'ai bien compté. Oui, c'est ça, 31 ans. Les lieux n'avaient pas changé. Alors, je suis arrivé à l'Élysée, j'ai dit... J'étais là il y a 30 ans. Vous connaissez les fauteuils Non, oui, pratiquement. Rien, le mobilier, rien n'avait changé. Alors, j'ai dit, bon... Bien sûr, je connaissais le bureau du président, puisque j'y avais été reçu plusieurs fois, pas simplement par François Mitterrand, mais par Jacques Chirac et même par Nicolas Sarkozy. Et j'ai demandé à voir le bureau où j'étais, le petit bureau où j'étais. Et il était là encore, il n'avait pas changé. Il y avait une personne dans le bureau. J'ai presque eu envie de lui dire, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est marrant quand même. Et après, vous, donc, lors des élections législatives en juin 80, vous enchaînez plusieurs fonctions: député de la Corrèze, premier secrétaire du Parti Socialiste, maire de Tulle. C'est pour comprendre un peu la progression. Et en 2007, vous soutenez la campagne de Ségolène Royal, du coup, qui arrive au second tour des présidentielles. On a reçu une photo qui est, je crois, dans votre bureau aussi, qui est avec Nicole, votre maman. Ça, c'était l'époque où vous étiez, je crois, au Parti Socialiste. Oui. C'est ça? Ça, c'est donc ma mère qui me pose la main sur moi. Reste bien là. Voilà, comment, quand on arrive avec autant de travail comme ça, vous avez plein de boulot, j'imagine, en tant que député, premier secrétaire, maire, etc. Comment on arrive à avoir une vie privée? On se demande toujours de l'extérieur, autant de fonctions. Non, là où ça a été le plus difficile, c'est bien sûr à l'Élysée, où tout est contraint, tout est forcément surveillé. Mais pendant la période où j'étais député, maire, premier secrétaire du Parti Socialiste, j'avais ma vie de famille. Longtemps avec Ségolène Royal, on se partageait les temps de présence. On arrivait à sauver généralement le dimanche. Et j'ai souvent posé la question après à mes enfants, qui sont grands aujourd'hui. Est-ce que vous avez souffert de cette vie où votre mère était également députée, votre père était pris par multiples fonctions, notamment de direction de parti? Et ils m'ont dit non, on n'en a pas trop souffert, on était parfois contents que vous ne soyez plus là. Et quand vous étiez président, est-ce que vous avez demandé à vos enfants, est-ce que ça vous dérange que je le devienne pour l'image? Est-ce que c'est une discussion qu'on a en famille? Mais bien sûr que ça les dérangeait. Vous imaginez ce qu'est une vie d'enfant de président, quelle que soit l'activité, s'ils réussissent, on leur dit bah oui, mais forcément vous êtes protégé ou favorisé, ce qui n'est pas bien sûr le cas. S'ils échouent, c'est encore pire. Donc voilà. C'est difficile d'être un fils d'eux. Bien sûr que c'est difficile, pas simplement pour les fonctions politiques, c'est toujours difficile. Et en plus, celle-là ne s'hérite pas. Il y a d'autres, on peut transmettre son patrimoine ou son entreprise. Là, en l'occurrence, on ne transmet rien. Je n'ai pas découragé mes enfants de faire de la politique, je ne les ai pas non plus encouragés. Et je crois qu'ils ont des idées bien arrêtées.
Et donc, vous arrivez à la primaire, donc campagne 2012, primaire du PS, vous devenez candidat à la primaire socialiste après le départ de Dominique Strauss-Kahn. Vous l'aviez prévu? Comment ça se passe? Non, je n'avais rien prévu. J'étais même déçu qu'il soit obligé de quitter. Parce que dans une primaire, il y a un vote. C'est un vote, donc, en l'occurrence, c'était les sympathisants qui votaient. Et je pensais gagner cette primaire. Donc, c'est toujours très décevant. Vous n'aviez pas besoin de... Oui, de se dire, bah voilà, mon concurrent principal, je ne dis pas mon adversaire, parce qu'on était dans le même parti, mon concurrent principal se dérobe par la force des choses. Ben voilà, l'élection est un peu faussée, parce que souvent on me dit, ah oui, vous avez été désigné parce que Dominique Strauss-Kahn n'a pas pu. Non, je pense que je l'aurais été, même si cet événement ne s'était pas produit. Et donc dans la campagne en 2012, vous vous retrouvez face à Nicolas Sarkozy. Alors vous en parlez dans votre livre, hein, Affronter, je vais citer les pages, si jamais vous l'achetez, vous pourrez relire ces moments-là. Vous dites, un battant exceptionnel aux ressources inépuisables, à l'ardeur infatigable, doté d'un appétit insatiable. Vous dites du bien, il a des qualités? Bah, il a celle-là, oui. Je pense que personne ne peut contester que c'est un battant qui peut être battu, mais c'est un battant. Et bam, bam, bam. C'est un 1-0. C'est de la boxe, ça. C'est un homme qui s'accroche, qui ne se décourage jamais. Je trouve que c'est une qualité. C'est aussi quelqu'un qui a une énergie presque inépuisable. Tout le monde a des qualités, de toute façon. Oui, mais je vais nuancer. Je veux dire que pour arriver à ce niveau-là, président de la République, il faut avoir des qualités. Ça n'empêche pas d'avoir des défauts, mais on peut avoir des qualités. Et il en a forcément. Et c'est pas sur ce terrain-là que je voulais m'affronter à lui. Ça n'avait pas de sens. C'est sur les idées, c'est sur les programmes, c'est sur la conception qu'on a de la France et des institutions. Page 102, vous dites, il est aussi un peu parano, parce qu'il a beaucoup manœuvré, il attribue toujours ses insuccès à d'improbables complots dirigés contre lui. Il n'imagine jamais que ses difficultés puissent venir de ses propres erreurs. Vous avez remarqué ça? C'est jamais de sa faute, quoi. Oui, c'est souvent un trait d'ailleurs qui n'est pas propre à Nicolas Sarkozy. C'est de penser que s'il arrive des malheurs, des procédures judiciaires par exemple, puisque c'était de ça dont il s'agit, c'est qu'il y aurait eu une organisation, une complicité entre des juges et des opposants, ou pire encore le pouvoir, pour vous mettre dans cette situation. Et je n'ai cessé d'expliquer, et je le dis avec gravité aussi, la justice, elle est indépendante. Jamais le pouvoir, enfin sous mon autorité, n'a eu à vouloir ouvrir des enquêtes sur des personnes. Ça serait totalement contraire non seulement à mes principes, mais à la loi et à la Constitution. Donc, je ne sais pas si ça s'est fait avant, mais ça ne s'est pas fait pendant, et je crois que ça ne se fait pas depuis. Donc, il faut que beaucoup de dirigeants politiques, chaque fois qu'il y a un scandale, cessent de dire « Ah oui, c'est parce que on a voulu, du côté du pouvoir, ouvrir ou faire ouvrir cette enquête, cette procédure. » Non, il y a des juges. Alors, on peut critiquer les juges, ça arrive. On parlera de la justice après, si mais les juges sont indépendants. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Vous avez été élu le 6 mai, donc 2012, investiture le 15 mai. On a une photo, si vous voulez bien, en régie, où vous faites la passation avec Nicolas Sarkozy, et une où vous signez les documents. On signe des documents, on vous remet une médaille, c'est ça? Oui, parce que... Pour comprendre exactement ce qui se passe à ce moment-là. On vous remet la Grande Croix de la Légion d'honneur. Donc, le grand chancelier de la Légion d'honneur est là. Et vous êtes donc celui qui va être le responsable de l'ordre de la Légion d'honneur. Alors, là, c'est une question que tous les gens se posent. Comment vous apprenez vraiment que vous allez devenir président? Parce qu'on vous imagine devant le JT, mais vous avez forcément des coups de fil, j'imagine, avant de conseiller, les chiffres qui montent. À quel moment, à quelle heure, ce jour-là, vous vous dites « je suis président de la République » ? D'abord, je m'étais préparé à cette annonce, puisque depuis des mois, pendant la campagne, j'étais en tête dans les sondages. Donc, à un moment, je me suis dit, ça va se traduire quand même. Premier tour est passé. J'étais en tête aussi au premier tour. Et dans l'entre-deux tours, les sondages allaient toujours dans la même direction, même si la marge pouvait se réduire. Vers 19h, donc les instituts de sondage donnent des estimations qui sont fondées sur des sorties d'urnes, donc des votes réels. Et donc à 19h, ils m'assurent que je suis président de la République avec 52-48. Mais une fois que vous avez reçu ce coup de téléphone,
Qu'est-ce qu'on fait? D'institut de sondage, une personne bien élevée qui vous dit, voilà, vous avez fait 52, 48. Le président de la République. Voilà, c'est pas elle qui va me dire, vous êtes président de la République. Elle me donne le chiffre. Mais donc là, vous appelez votre famille, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on se dit, bon, ce qui était, disons, espéré, ce qui était, finalement, le but même de cette campagne se produit, c'est une confirmation à bien des égards, c'est pas une surprise. Il n'y a pas, comme ça, d'un seul coup, un événement qui vous tombe dessus, vous n'étiez pas préparé. Je n'avais pas fait deux discours, un discours si j'avais été battu, un discours si j'avais été élu. Je n'avais pas fait de discours du tout, parce qu'on ne se met pas dans la situation d'anticiper. C'est horrible, après. C'est pas même imaginable. Donc la première personne que j'ai appelée, c'était mon père, pour le prévenir, parce que je lui ai dit, il est possible que ta vie soit un peu modifiée à cause de moi. Donc mon père, dont je vous ai dit les idées, m'a dit, bon, voilà, bah, c'est bien, tu es élu président de la République. C'est quand même fou comme annonce. C'est quand même fou comme annonce. Et il a ajouté, je te plains. Voilà. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais avec les amis qui sont autour de moi? Je sens une effervescence, je sens des joies nombreuses, sans doute des tristesses, mais que je n'entends pas à ce moment-là, que je devine. Et je fais ce que font tous les Français, c'est-à-dire que je m'assois la télé. Vous ouvrez sur un fauteuil. de champagne ou pas, non? Non, pas encore. Et j'attends et j'essaye d'allumer la télévision. C'est compliqué d'allumer la télévision. Donc il y a des télécommandes. Donc le collaborateur qui était là. C'est moins dur que de devenir président. Mais la télévision à 20h quand même. Et il n'arrivait pas avec les 20h moins 2, 20h moins 1. Voilà, ça suffit, il faut mettre. Et donc à 20h, j'ai fait comme tous les Français. J'ai dit, bon, donc je suis président de la République. D'une certaine façon, c'est le journal télévisé. Pourquoi c'est le journal télévisé qui crée cette forme d'investiture? C'est parce que je sais à ce moment-là que tous les Français sont au courant. Ah oui, c'est pas la même chose que d'avoir une information avant l'heure. Vous êtes seul à le savoir. On est deux à le savoir. Oui, du coup. Il y a l'autre aussi. Qu'est-ce qu'on se dit avec l'ancien président quand on le croise? Eh bien, il a, de manière très républicaine, appelé, donc vers 19h15, 19h30, en disant, voilà, je vous assure de mes compliments et moi, je comprends sa déception. Et ensuite, on convient d'un certain nombre de formules pour la passation de pouvoir. Et quand vous arrivez à l'Élysée, le jour de l'investiture, vous échangez des secrets, on va en parler après, des secrets d'État. C'est vrai ça ou c'est plus un briefing sur l'état actuel de la géopolitique Oui, chacun pense que il y a des échanges de secrets, même à un moment, mais j'ai déjà parlé de ces codes nucléaires, comme si on sortait de la poche des codes nucléaires en disant, voilà, maintenant c'est à vous de les détenir. Non, tout ça n'existe pas. Oui, heureusement que c'est un fantasme, parce que c'est pas des choses qu'on garde dans sa poche et que l'on oublie dans le pressing, c'est ça, donc ça n'a pas de sens. Et heureusement qu'il y a toute une formule, des procédures qui permettent d'avoir l'assurance que le président de la République n'utilise pas la force sans le vouloir. Donc, en revanche, il y a une discussion sur le monde, de manière à ce que les dossiers qui sont en cours puissent être connus du président qui arrive. J'ai fait exactement la même chose pour Emmanuel Macron quand il est venu. Où est-ce que vit votre entourage quand vous devenez président? Est-ce que vos enfants vous accompagnent aussi? C'est une question qu'on se pose aussi. Est-ce que tout le monde vous accompagne ou est-ce qu'il y a une partie qui reste? Parce que je crois qu'au début, vous vouliez rester chez vous. Je suis resté chez moi à peu près 2 ans. C'est impossible. C'est impossible, voilà. Ça crée d'abord des problèmes pour le voisinage. Ça prend du temps après d'aller de son domicile à l'Élysée. C'est risqué, c'est des problèmes de sécurité. Donc voilà, c'est pour ça que tous les présidents vivent dès le départ, pour certains, peu de temps après, à l'Élysée. D'où sans doute ce sentiment d'enfermement, parce que c'est très agréable d'être chez soi. C'est d'être compliqué pendant 5 ans. De sortir dans la rue, d'aller faire ses courses. C'est un moment où vous pouvez relever un certain nombre d'attitudes ou d'émotions ou de compréhension des difficultés. Est-ce que, hormis quelques petites sorties personnelles, est-ce que vous êtes déjà sorti en étant président incognito? Autre qu'en scooter, des sorties, je veux dire, pour aller vous promener le bord des quais en famille, concrètement, avec une casquette, un pull. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Oui, ça arrive.
Là aussi, Sans que c'est pas un personne vous problème de mode de transport, vous pouvez tenter à pied. Non, mais ça paraît Tenter à bête. pied, mais Ouais. que vous soyez dans un véhicule ou que vous soyez à pied, Non, mais on est plus facilement Ou en reconnaissable sans casque. C'est ça que je veux dire. oui, non, vous êtes de toute façon entouré de policiers. C'est pas possible de sortir pour un président Oui, sans sa impossible. sécurité. Et heureusement que c'est pas possible, parce qu'imaginez que il y ait, je parle pas d'une agression terroriste, mais même Un danger. quelqu'un qui à un moment lève la main sur vous, crée un incident, et surtout avec maintenant les portables, tout est Filmable. filmable. Donc Mais c'est pas voilà, possible. et donc le président, mais c'est pas simplement vrai pour le président. Un certain nombre de personnalités ne peuvent plus avoir la liberté de mouvement dont ils disposaient avant d'être justement une personnalité. On a reçu une photo par un de vos contacts qui m'a envoyé une photo de votre. Vous aviez un chien. J'ai toujours un Vous chien. avez un chien Oui. Philae. Filet, oui. Une chienne, en l'occurrence. Une chienne. Labrador. Oui. Noir. Je ne sais pas Oui, si vous vous en êtes avez bien déjà renseigné. parlé. Alors, de quoi 6 ans, on est les Non, non, mais citoyens. Je ne sais pas si vous êtes Oui, d'accord son d'en revenu parler. fiscal aussi. Il y a un truc assez dingue, c'est qu'en fait, elle a eu une portée de petit quand vous étiez président. Oui, oui. Vous l'avez jamais dit. Non, j'ai pas fait une annonce. Pas forcément. J'ai pas fait une annonce, mais il y a une photo. Oui, c'est ça, c'est bon. On a reçu une photo. Est-ce qu'on Voilà. peut la montrer Oui, voilà. Ça, Elle a c'était fait- à l'Élysée. Elle a fait 10 chiots. Ah bah dis donc. Et qu'est-ce qu'on fait de ces chiots, c'est ça Oui, c'est ça. Bon voilà, on les a donnés à des amis, à des proches, à du personnel aussi de l'Élysée. Oui, non. Et C'est surtout qui était le chien mâle. il existe, hein, je vous le confirme. C'était aussi un labrador. Et là, Oui, vous non. n'avez pas voulu communiquer dessus. Bon, Vous n'aviez pas du tout fait de photo à l'époque. Non, C'est très mignon, ça, pour le coup. Oui, mais justement, on ne fait pas de communication simplement sur les animaux. C'est bien, Même c'est si bien. c'est très touchant, c'est vrai. Merci Ouais, pour la bien sûr. photo, en tout cas. On l'a reçue. Est-ce que durant la présidence, on arrive à avoir des petits moments un peu de douceur quand même? Parce que c'est très fatigant d'être président. Oui, mais heureusement qu'on a des moments de détente et de famille En aussi. famille, ouais. Ça n'est pas interdit, mais vous restez Dans dans des lieux officiels. Vous parlez, dans le livre, vous avez sorti qui s'appelle Affronter, je rappelle, si vous voulez aller le chercher, donc il est disponible chez Stock. Il fait quasiment 400 pages, donc il est bien fourni. Il a été écrit il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que vous avez été très à jour sur la politique actuelle. Vous l'avez fini quand, ça? Je l'ai fini fin août. Fin août? Mais je l'avais écrit tout au long de la période du confinement et de la crise sanitaire. Mais je ne pouvais pas le sortir parce que justement il y avait Ouais. un certain nombre d'événements qui faisaient que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt de le sortir à ce moment-là. Donc j'ai attendu le mois d'octobre et donc il est tout frais puisque j'ai actualisé à chaque Vraiment fois. jusqu'au Donc je dernier l'ai lu, moment. relu, réécrit, notamment dans la première partie pour les portraits. Exactement. Il y a Zemmour, Mélenchon, vous parlez un peu de tout le monde, on va en parler, mais il y a des trucs qui sont vraiment passés il n'y a pas longtemps. Vous dites une grosse partie de la France ne se sent pas fière d'être français. En gros, à l'intérieur, vous dites, n'est-ce pas l'opinion de bon nombre de nos compatriotes? Ils se plaignent sans cesse d'un État envahissant, ils pensent au fond d'eux-mêmes que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui c'est mieux ailleurs. Et si je leur demande dans quel pays ils se réfugieraient, s'ils devaient quitter le leur, ils sont bien en peine d'en désigner un. C'est très intéressant, je voudrais qu'on parle de ça. Bon, Et du drapeau. c'est pas qu'il faut aimer son pays parce que nous aurions cette obligation, il faut aimer son pays parce que nous le ressentons ainsi. Nous sommes émus par la France, pas simplement par son histoire, même si elle nous envahit souvent, mais nous sommes émus par les gens qui y vivent, nous sommes émus par les valeurs que nous portons, par la culture que nous diffusons, par la langue que nous parlons, et puis par les paysages. La France, on la ressent, pas parce que j'ai été le président, mais chacune d'entre nous vit un rapport avec la France. Et ce qui me heurte le plus, c'est quand il y a un certain nombre de mes compatriotes qui disent « Ah, finalement, c'était un grand pays, aujourd'hui c'est un déclin, c'est un déclassement, c'est plus la France telle qu'on l'a connue. » Mais non, c'est faux. La France, elle est toujours en train d'avancer, de bouger. La France, elle est toujours regardée dans le monde. Être président, ça m'a permis aussi de visiter tous les pays pratiquement D'avoir de un la autre prisme. planète. Et chaque fois, c'est pour tous ceux qui reçoivent le président français, donc la France.
c'est toujours une somme de compliments. On admire la France, alors pas simplement pour sa gastronomie, ses vins, ses paysages, que c'est un lieu commun. Mais non, on l'aime pour ce qu'elle a défendu, les droits de l'homme, une conception de la liberté. Et quand elle est attaquée, je vous en ai parlé, tout de suite, le monde entier est solidaire de la France. Et dans le livre, j'évoque, parce que j'ai écouté tellement de Marseillaises comme président de la République. Je ne l'ai pas compté. Et à chaque fois, j'ai eu cette même émotion. Ouais. Ça m'a pas empêché quelquefois, même dans l'émotion, de sourire quand j'étais dans des pays étrangers où je reconnaissais à peine la Marseillaise quand c'est pas forcément bien joué. Mais voilà, il y avait cette volonté pour ces pays qui nous recevaient de faire un effort, d'entonner la Marseillaise. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que le drapeau français appartient à un parti politique ou deux en France. Et on le voit beaucoup moins que dans d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, on peut voir des rappeurs avec le drapeau américain, que ce soit Eminem, Jay-Z en même temps. Enfin, c'est assez français d'être moins fier du drapeau. Vous trouvez pas qu'il y a ce truc-là? Oui, c'est pour ça que quand il y a eu les attentats, j'avais demandé que tous les Français mettent un drapeau à la fenêtre quand ils étaient dans un immeuble de leur balcon ou dans leur maison. Qu'est le drapeau? Ségolène Royal avait eu aussi cette idée, quand elle avait été candidate en 2007, de sortir des drapeaux. Qu'on soit fier, non pas simplement d'être membre d'une même communauté nationale, non, fier de défendre les idées de la France. Souvent, on me dit, la France, c'est une identité. On est dans une espèce de crispation identitaire. Quelle est notre identité? Sous-entendu, on a une identité qui serait un peu gommée par d'autres ou qui serait menacée par d'autres. Non, la France, c'est une idée. C'est-à-dire ce que le général de Gaulle avait aussi déclaré. Il avait une certaine idée de la France. La France, c'est une idée. C'est une idée qui se diffuse. Le fait d'être français fait que vous ne pouvez pas vous replier, vous ne pouvez pas vous isoler, vous ne pouvez pas vous barricader par rapport au monde, puisque la France, elle est dans le monde, elle est claire. C'est peut-être prétentieux de le dire, mais il faut être prétentieux quand on défend une idée. Elle éclaire le monde de certaines de ses valeurs. Et c'est pour ça qu'on a une espèce de responsabilité. Et puis, je crois que vous êtes belge, donc j'ai compris ça. Exactement. Quand il y a des villes en Belgique, Liège en particulier, où le 14 juillet, on fait la fête nationale française, parce qu'on est très liés. Il y a beaucoup de pays où il y a une fête nationale, mais où aussi on sait que le 14 juillet, c'est la fête de la Révolution française, parce que la Révolution française, elle a inondé de ses idées le monde. Est-ce qu'on pourrait passer au secret défense? Vous avez un dossier? J'ai des vrais dossiers, top secret. On va vous poser des questions, on va voir si vous avez eu accès à des choses et si vous pouvez nous en parler. Si vous voulez bien, c'est parti. Alors, je crois que c'est une question qui revient très souvent quand vous êtes dans les écoles, pour passer beaucoup de temps pour rencontrer les jeunes. Est-ce que vous avez eu accès à des informations au sujet des ovnis? Non, c'est vraiment une question que je me pose aussi. On apprend des trucs. C'est pas dans les écoles. C'est pas dans les écoles? Non, c'est quand il m'arrive de signer mes livres et il y a des gens qui donc font la queue pour arriver jusqu'à moi, puis à un moment me disent « Bon, monsieur le président, les extraterrestres, les ovnis. Vous le savez ?» Alors, je dis « Je sais quoi ?» Mais si, vous avez le secret. Mais quel secret? Ben, vous savez s'il y a des ovnis qui sont venus ou pas. Donc c'est une question qui est régulièrement posée par la fin. Je leur dis, mais si je le savais, je vous le dirais. J'ai aucune raison de cacher ce qui pourrait être, je ne sais pas, une menace. Non, je préfère décevoir tous ceux qui nous regarderont, mais le président de la République, en tout cas, moi, président de la République, je n'ai pas été informé de cette situation qui voudrait qu'il y ait des aliens. Et des aliens. Et peut-être me suis-je trompé, il y en a peut-être parmi vous. Alors, il y en a déjà qu'on a posé, tu m'en posais une? Alors, existe-t-il un cabinet noir au sein de l'Élysée? Voilà, c'était une autre question. Une question qu'on ne me pose pas, mais que certains ont évoqué en disant mais il y avait un cabinet noir. Pour détruire d'autres personnalités. Pour détruire des personnalités, pour les nuire. Leur nuire, et puis surtout pour qu'il y ait des procédures judiciaires. Mais, alors, quand je faisais visiter l'Élysée à des amis ou à des personnalités qui venaient, j'ouvrais toutes les portes, je lui dis, vous avez vu? Est-ce que vous avez trouvé le cabinet noir? Bien sûr, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'organisation. Heureusement, qu'est-ce que ce serait dans une démocratie? Ça ferait un peu dictature. Vous vous rendez compte si on commençait à avoir des préparations un peu secrètes comme ça pour c'est-à-dire celui qui arrive en haut, nuire, non. Alors, en étant flou et sans nous dire précisément, mais c'est une vraie question, est-ce que pendant votre quinquennat, vous avez eu un jour accès à des informations que vous n'auriez jamais cru voir ou entendre de votre vie? Vous vous êtes dit, oh là, est-ce qu'il y a un truc, quand vous êtes arrivé en tant que président, vous vous êtes dit,
j'imaginais pas du tout ça comme ça. Waouh. Non, Sans être très précis, parce que... non, mais parlons justement de ce qui s'est produit, c'est-à-dire du terrorisme islamiste qui nous a frappés. J'essayais de comprendre, de savoir où ça se produisait. On avait identifié un certain nombre de zones, mais voilà, je ne pensais pas qu'il y avait une organisation qui soit capable de mener ces attaques contre notre pays. Et on avait, autant qu'il était possible, des informations, mais pas suffisantes, toujours pour déjouer ces attentats. Après, j'avais une information qui m'était donnée chaque semaine du nombre de jeunes, notamment, ou c'était essentiellement des jeunes, garçons comme filles, qui partaient en Syrie ou en Irak et qui se faisaient capter, j'allais presque capturer, pour aller combattre pour une cause qui n'était pas la leur et qui en plus était une cause qui les amenait à commettre des assassinats ou des massacres. Donc voilà, ça me troublait beaucoup. Par ailleurs, quand on me donnait des images de personnes qui avaient été égorgées parce qu'elles étaient otages, images qui n'ont jamais été diffusées. Vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça? Oui. On ne sait pas si vous êtes donc c'est aussi protégé de ça ou si vous voyez tout. À ce moment-là, c'est mon devoir de les voir. Je pense aux familles qui sont terriblement meurtries de penser qu'on a pu faire ça à un de leurs proches parce qu'il était français ou parce qu'il était dans un pays où il n'aurait pas dû aller. Et puis, il y a aussi des moments plus heureux quand on accueille des otages qui ont été libérés. On voit la joie des familles, mais des gens aussi qui ont été marqués à vie. Des gens qui ont été retenus 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est terrible. En fait, le travail de président, il est très large, finalement. Il y a un peu de social, vous vivez plein de choses, à côté militaire. Chef de l'armée. Pour ça que vous recevez les photos. Quand ici, ceux qui nous regardent vont sans doute, s'ils ont l'âge, voter pour l'élection présidentielle qui arrive. Il faut bien qu'ils pensent que le prochain président, celui qui sera ou celle qui sera élue, aura nécessairement à faire des choix très importants sur le plan international. Qu'il va, comme ça a été mon cas, ou le cas d'Emmanuel Macron et avant moi de tous les autres présidents, il va peut-être pour un tiers de son temps travailler à l'international. Et il va disposer de l'arme nucléaire. Il va avoir peut-être des décisions à prendre pour faire intervenir nos forces. Donc voilà, il faut réfléchir quand même avant de choisir le président ou la présidente. J'ai appris vraiment un truc incroyable dans le livre. Vous dites le soir même à l'Élysée, donc vous parlez des attentats, quand tout s'était terminé avec le moindre mal, les otages sauvés, les terroristes neutralisés, nous sommes tombés, donc vous parlez de Bernard Cazeneuve, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre sans pouvoir retenir nos larmes. Ça, je ne le savais pas. Oui, mais ça, c'était au mois de janvier 2015, quand il y a eu la neutralisation des terroristes, concomitamment, puisque j'avais donné le même ordre pour que les otages soient libérés à l'Hypercacher et que les terroristes soient neutralisés à Dammartin-en-Gohelle. Et donc, entre le moment où l'ordre est donné et le moment où on a le résultat, il s'écoule 2-3 minutes, c'est une période de tension, combien de personnes risquent d'être blessées ou tuées. Et à ce moment-là, quand on a été soulagé, comme on peut être soulagé quand il y a déjà des morts, c'est un soulagement qui est tout à fait partiel. Ben voilà, on a compris qu'on avait au moins sur cette journée-là gagné la bataille. Bah, bravo, en tout cas. On a vu la photo, on a reçu justement ici un membre du GIGN qui était justement devant sur l'assaut de Dammartin-en-Gohelle, qui s'appelle, son pseudo c'est Hatton Philippe B, et qui est venu nous expliquer, etc. Et c'est intéressant d'avoir des points de vue justement de l'autre côté. Donc, en étant président, on peut être touché. C'est-à-dire qu'on essaye, j'imagine, comme un pompier, comme un policier, d'essayer de ne pas être affecté par ce que vous voyez, mais au bout d'un moment, c'est quand même beaucoup, parce que vous restez humain, j'imagine, quand vous allez devant le Bataclan. Vous avez vraiment toute cette période-là pendant votre mandat. J'imagine que c'est très difficile quand même humainement, même si vous devez tenir la face. Vraie question que je me suis posée. Oui, l'émotion, elle vient parfois par surprise. Elle vous saisit quand vous n'y êtes pas nécessairement prêt. Il faut la retenir quand vous sentez que vous devez donner d'abord une image de fermeté, de robustesse, de force. Mais il y a un moment où vous pouvez être pris par une situation, et notamment quand vous avez des personnes qui ont perdu un proche ou des familles qui sont endeuillées. Et puis, bon, je l'évoque dans le livre d'ailleurs, toujours dans cette émotion par rapport au drapeau, par rapport à la nation, quand il y a eu, pour la cérémonie du 13 novembre, enfin,
par rapport aux victimes du 13 novembre. Les chanteuses ont repris une chanson de Jacques Brel. Je pense que c'était très difficile de ne pas retenir ces larmes. Ouais. Vous arrivez à votre fin de mandat en 2017. Je crois qu'on a une photo avec Emmanuel Macron qui vous ramène sur le perron. Comment on vit ce moment en tant que président aussi, ces derniers instants? Est-ce qu'on est nostalgique? Est-ce qu'on se dit, bah tiens, c'est pas plus mal, j'ai bien travaillé pendant 5 ans, j'ai tenu la barre? Comment on le vit intérieurement? Ben voilà, on sort, on est encore président. Ouais, ça va en 2 secondes. Quoi. Et quelques secondes plus tard, quand je vais passer le porche de l'Élysée, je serai un ancien président mais un citoyen. Et là, j'avais un emploi du temps qui était minuté, presque à la seconde près. Ensuite, il faut décider de choisir sa vie. Quelle vie avoir après avoir été président? Il y a une part de soulagement? Non, moi, j'ai pas vécu ça comme un soulagement, ni comme une libération, en disant ah, quand même, ça se termine. Ouais. Non, pas du tout. Au contraire, même, on est une part de frustration. Non, mais ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez regretté des choses en vous disant, mince, sur ces 5 ans, j'aurais pu faire mieux ce dossier? Parce que j'imagine qu'il y a plein de dossiers en parallèle. Est-ce qu'on termine parfois avec un peu de... Oui, les regrets, on en a beaucoup. Regrets d'avoir pris une décision à un moment qui pouvait être trop lourde sur le plan fiscal pour certaines catégories. Regrets d'avoir choisi tel ou tel qui n'aurait pas dû être au gouvernement, c'est arrivé. Regret de ne pas avoir fait autant que beaucoup l'espéraient. Mais voilà, il faut avoir des regrets, il faut être même capable de reconnaître des erreurs. Mais il ne faut pas avoir de remords, parce que après, c'est l'histoire qui peut savoir si vous laissez une trace ou si vous n'en laissez pas. Et donc après, vous avez des passions, vous avez des associations? Vous occupez aussi d'une association? Une fondation qui soutient des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est la fondation La France s'engage. J'avais lancé cette idée comme président, parce que je voulais qu'on puisse appuyer, accompagner des initiatives dans tous les domaines de la solidarité, avec une innovation qui puisse avoir le plus grand impact pour les citoyens. On a reçu des photos de vous, vous avez fait de la voltige. Non? Vous avez fait un peu de voltige? Vous voulez dire en général ou, Non, là. Oui, jusqu'où je suis allé. Hein, mais je ne pilote pas, je rassure la personne qui est à côté de moi. Ah oui. Ça, c'est pour l'association? Ça, c'était pour une association. Michael Jérémias, qui a une association avec son frère pour les personnes handicapées qui veulent faire du sport, qui veulent participer à des compétitions, qui veulent avoir des émotions comme les autres, fortes. Moi, j'en ai eu une très grande dans ces petits avions. Voilà, ça, c'est des belles initiatives. En tant que président, vous avez pu voler avec la patrouille de France, faire des choses un peu en off, dans des avions de chasse? Est-ce que ça vous est arrivé? Non, jamais? Non, je suis resté à ma place. Ouais, j'avais les avions qui me transportaient. Il peut y avoir même des incidents. Mais vous auriez pu avoir une envie pour le Non, je n'ai pas voulu non plus prendre la place du pilote pour conduire l'avion. Et un jour, puisque c'était le premier jour de ma présidence de la République, j'allais donc à Berlin dans un avion, un jet et de l'armée. Et il y a eu un oiseau, je suppose, qui a fait que l'avion a eu un incident. Merde. Et j'étais déjà en retard pour dîner avec Angela Merkel. Donc je suis allé voir le pilote de l'avion et je lui ai dit, bon, c'est un incident, mais on continue. Et il m'a dit, voilà, vous êtes président de la République, sans doute, vous pouvez décider de tout sur Terre, mais dans l'avion, c'est moi qui décide et on retourne parce que je ne veux pas prendre le moindre risque. Bah, c'est bien. Ouais, il y a au moins cette limite-là. Et il y a un président polonais qui, je crois, dans les mêmes circonstances, a forcé un peu le destin et je suis sûr que ça a été positif. Alors avant de parler des personnalités politiques, pour finir, on a reçu d'autres photos de vous à la plage. Alors je ne sais pas qui l'a envoyé. Je sais pas, la plage. Ça, c'est des vraies photos de week-end. On a récupéré. C'est moi qui me ressemble, si vous voulez. C'est la pluie là. Là, par exemple, vous pouvez toujours passer du temps en amoureux à la plage? Il y a moins de monde là, je crois que je ne risque pas grand-chose. On a reçu une photo, c'est marrant. Alors, c'est des photos un peu de perso. Une photo où vous êtes détendu au téléphone. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on voit la dame derrière qui passe le balai que vous n'avez pas vu. Vous voyez à droite, on a zoomé dans la photo. Non, j'ai pas vu.
Ah oui, je vois la dame, oui. J'ai zoomé dans la photo parce que Photo Insta. elle était marrante celle-là. On a reçu une photo avec Julie Gaillet qui nous a envoyé. On a reçu plein de photos voilà, en week-end. Ensuite en vélo, alors ça. Là, toute cette période, je ne suis plus président. Non, ça c'est après. On est sur l'après. Là, c'est toujours moi avec un véhicule. Et alors, avant de la montrer, ne la mettez pas en régie. On a une photo exclue, mais rigolote, c'est-à-dire que pendant le premier confinement, on vous a jamais vu comme ça. Vous êtes laissé pousser la barbe. Mais je ne on a une photo de vous avec la barbe. Oui, c'était une photo exclusive. Alors là, oui. là voilà. Voilà. Bah, ça vous va pas mal. Bah oui, ça me très bien. Oui, mais vous voyez, j'ai repris mon activité normale. Ouais, c'est ça. Merci pour ces petites photos, en tout cas. Voilà, merci à ceux qui nous ont envoyé. Alors, avant de parler de l'élection qui arrive et des gens qui vont s'y présenter, si on peut prendre une minute pour faire quelque chose qui nous ferait rire, pour détendre, on aime bien faire ça dans l'émission, on va vous proposer des objets et vous allez nous dire si c'est plutôt de gauche ou plutôt de droite. D'accord ? C'est parti. Est-ce que c'est la gauche ou est-ce que c'est la droite ? C'est parti, on y va. Alors, tiens, prends la première, mon plus. Vas-y. Tac. Ça vient de chez moi. Alors. La bière. De gauche ou de droite ? De gauche ou de droite ? Bon, c'est plutôt moi, de gauche, la bière, pas de droite plutôt. parce que c'est toujours des fêtes très populaires. Mais enfin, j'imagine que parmi les buveurs de bière, il y en a bien qui sont de droite, peut-être même penché pire d'ailleurs. À droite, il devrait Le métro. Bah, le métro, c'est plutôt des gens modestes qui le prennent, des gens qui doivent travailler, des travailleurs, donc des salariés. C'est plutôt de gauche. Généralement, les plus fortunés, si tant est qu'ils soient de droite, parce que évitons ces caricatures, mais ne prennent pas beaucoup le métro. Est-ce que les paradis fiscaux, c'est plus de gauche ou de droite ? Je dis pas que la droite favorise les paradis fiscaux, ce serait pas juste de dire ça. Enfin, ceux qui les utilisent ne doivent pas voter à gauche, à mon avis. Merci. La prochaine, j'ai pas compris. Ça t'en montre ? Les merguez. Est-ce qu'une merguez, c'est de gauche ou de droite ? Ça dépend si c'est grillé ou pas. Ah, voilà. Alors ça c'est compliqué. On rentre dans le dur. Est-ce que le football, c'est de gauche ou de droite ? Non. Le football, c'est forcément tout le monde. Pour tout le monde, oui. Et heureusement, même s'il y a un ailier gauche et un ailier droit. Mais non, vraiment, là, c'est... Oula. C'est pas mal. Alors, touche pas à mon poste. Est-ce que c'est de gauche ou de droite ? C'est ailleurs, en tout cas. Magnifique. Alors, est-ce que quotidien, c'est de gauche ou de droite ? Quotidien, c'est bien. On les embrasse. Salut. Est-ce que Astérix, allez, pour terminer, non, le Astérix, Gaulois. justement, c'est toute la France qui, même si c'était un tout petit village, etc. Non, voilà, c'est un emblème français. Donc, il faut essayer de savoir effectivement qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous divise, et aussi ce qui nous rassemble. Et c'est pas toujours un adversaire qui nous rassemble. C'est nous qui devons nous rassembler pour, pas contre. Très bien. Sans tomber dans la potion magique qui n'existe pas, bien évidemment. sûr. Neuilly-sur-Seine. J'ai habité à c'est pour ça que Neuilly-sur-Seine de mes parents, donc c'était pas une ville qui votait massivement à gauche, en tout cas. On finit par le plus dur. Est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est de gauche ou de droite ? À un moment, c'était un peu de gauche et un peu de droite. Maintenant, c'est un peu. Très belle répartie. Alors, justement, vous en parlez dans le livre, page 29, donc vraiment dès le début, vous parlez de la France d'Emmanuel Macron. Hein, c'est comme ça que vous l'appelez. Portez un regard assez dur sur votre successeur. Vous dites une dette abyssale, une société écartelée entre l'euphorie des uns et le pessimisme des autres, une économie bouleversée, un rapport au travail profondément changé, une démocratie fatiguée, une nation inquiète de sa place et de sa cohésion, en gros. Oui, il y a, après une crise comme celle-là, et là, ma critique n'est pas portée par rapport à Emmanuel Macron, dans une crise aussi inédite, mondiale, qui n'est pas d'ailleurs terminée. Le chef de l'État doit faire ce qu'il peut avec les informations dont il dispose. Après, comment en sort le pays ? Je trouve qu'il y a, même si l'économie repart, et tant mieux, même si il y a moins de chômage qu'il y en avait, même au début du quinquennat, nous sentons bien qu'il y a des
tendances qui se sont accentuées, un peu de repli sur soi, un peu une forme de peur à l'égard de l'extérieur, mais aussi des gestes de solidarité exceptionnels. Des personnels qui se sont, notamment de santé, qui se sont dévoués. Donc il y a une société qui a été à la fois travaillée par la peur, et donc avec volonté de mettre les questions de sécurité sans doute très, très au premier plan, puis une autre partie de la société, quelquefois les mêmes, qui aspirent à ce qu'il y ait plus de collectifs, plus d'États qui puissent agir, et aussi que l'écologie, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique, soit portée dans des politiques plus globales. Donc il y a une société qu'il faut forcément reprendre, et ça sera tout l'enjeu de l'élection présidentielle. Et je pense que ce que j'ai dit sur les euphoriques, il y a une bourse qui est euphorique. Ça peut paraître tout à fait presque indécent que pendant ces 2 ans où on a vu qu'il y a eu plus de pauvres ou des gens qui ont souffert davantage, il y en a une toute petite minorité qui s'est encore enrichie. La bourse a dépassé tous ses records. Comme si dans la crise, finalement, il y avait des fortunes qui s'étaient faites. Bien sûr, bien sûr. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Vous donnez plein d'idées pour la France. C'est, on va dire, une très grosse partie du livre ensuite, après avoir un peu expliqué votre vision. Vous avez envie de revenir? Est-ce que ça serait quelque chose qui vous plairait de revenir? C'est la question que je me suis posée en lisant ce livre, naïvement, sans être journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste, mais est-ce que ça serait une possibilité? J'ai quitté l'Élysée, mais je ne suis pas parti de la vie politique. J'ai toujours le même engagement, celui que j'avais avant d'être président et que je poursuis sous une forme différente. Et j'ai les mêmes idées, et j'essaye d'être utile. Comment être utile pour un ancien président? Soit il dit, voilà, je vais redevenir président. Je trouve que c'est pas mon dessein aujourd'hui. Mais ce que j'ai voulu, c'est dire, j'ai peut-être plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour comprendre un certain nombre de réalités internationales que je perçois aujourd'hui, parce que le monde a changé depuis maintenant 5 ans. Et je peux, sur un certain nombre de sujets, y compris la sécurité, l'économie, l'écologie, la grande mutation, ce que j'appelle la grande mutation qui va avoir lieu dans les prochaines années, apporter ma contribution. Et puis s'il y a des candidats qui veulent s'emparer de ces propositions, je ne suis pas là pour les retenir. Prenez, c'est un livre, il est ouvert à tous. Mais en ayant connu 5 ans de présidence, vous pourriez y retourner si jamais ça se prêtait? Toute parole que j'utilise à ce moment-là est immédiatement commentée en disant voilà, il ne pense qu'à ça, en se rasant. Il conçoit la politique. Oui, mais vous avez vu que je me suis rasé, donc il conçoit la vie par rapport à la candidate. Non, j'essaye de faire comprendre que la politique, c'est pas toujours demander une place. Même si dans certaines circonstances, il faut l'occuper, cette place. Mais c'est d'abord de faire circuler les idées, la pensée. Je pense aussi que les partis politiques ont perdu une large part de leur attrait. C'est très grave pour la démocratie. On voit bien aujourd'hui combien les partis sont en décrépitude. Exactement. Vous n'êtes pas très très fan de tous les candidats qui se présentent là, pour l'élection qui arrive. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, vous parlez de tout le monde. Vous dites, c'est le candidat insoumis. Vous dites, j'ai connu Jean-Luc Mélenchon socialiste, il ne l'est plus. C'est aujourd'hui un boulet pour la gauche. Oui, c'est un boulet au sens qu'il a là aussi des qualités. C'est un très bon orateur. Il sait être convaincant sur des idées fausses, mais il peut l'être. Et c'est un boulet pourquoi? Parce que s'il était rassembleur, s'il disait, voilà, même si on a nos différences, puisqu'il a été à un moment longtemps même, membre du Parti Socialiste, on peut travailler ensemble, gouverner ensemble, diriger ensemble le pays. Voilà, on ne peut pas être d'accord, on peut dire quelquefois il y a des personnalités qui l'emportent sur d'autres, mais il n'est pas dans cette attitude. Il n'a pas voulu rassembler après 2017, il n'a pas encore été dans l'idée de rassembler, et les idées qu'il avance, de sortir de l'Europe d'une façon ou d'une autre, de sortir de l'Alliance Atlantique, comme si aujourd'hui c'était Biden qui était le problème et pas Poutine. Donc, et le fait de dire on va faire une 6e République sans bien sûr dire ce que c'est, si c'est à l'image de son parti, c'est quand même pas forcément une démocratie apaisée. Donc à partir de là, je pense que oui, c'est ce qui empêche aujourd'hui la gauche d'avoir une candidature unique. Si la gauche avait une candidature de rassemblement, ce serait sans doute possible d'accéder au second tour. Et comme ce n'est pas possible, il faut... c'est Anne Hidalgo qui a cette position, il faut qu'elle puisse convaincre les autres. Vous parlez de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, d'Anne Hidalgo. Vous avez des mots sympas, on va y venir.
Éric Zemmour, vous dites qu'il se sentait toujours comme le petit chose à côté des brillants sujets. Ces saillies ont rallié des centaines de milliers de spectateurs, ou plutôt de fans, puisqu'il s'agissait surtout d'un spectacle de télé-réalité. Éric Zemmour s'est transformé en défenseur de la majorité blanche menacée par les minorités, puis en auguste représentant des mal harcelés par un féministe castrateur pour endosser enfin le rôle de défenseur intrépide de la civilisation chrétienne face à la déferlante islamique. Page 82. Vous parlez un peu de tout hein, les candidats. Vous le détestez? Non, c'est pas le bon mot, parce que je suis... Justement, ce que je reproche à Éric Zemmour comme à d'autres, mais à Éric Zemmour en particulier, c'est de mettre la politique sur le mode de la détestation. On peut s'affronter sur le plan des idées, on peut mettre des arguments, mais c'est pas la haine qui doit l'emporter. C'est pas sur ce mode-là de l'exclusion, de la mise à l'index, de la dénonciation, ce qu'il fait. C'est sans cesse des mises en accusation. Et la politique, c'est pas être une accusation. On peut dénoncer, on peut reprocher, on peut contester, mais c'est un échange, c'est un moment de pouvoir, avec toutes nos contradictions, faire avancer le pays tout entier. On a une photo d'Éric Zemmour pour illustrer, une photo sur un scooter aussi. On a trouvé. Il n'ira pas bien loin. Vous pensez qu'il a des chances? Non, non, pas du tout. Non, clair et net. Je pense qu'il est très haut dans les sondages. Oui, il est dangereux par les thèmes qu'il utilise, par les provocations qu'il peut faire, par l'entourage. C'est un entourage d'extrême droite, de groupes identitaires dont on connaît la xénophobie. Et donc on sent bien qu'il y a un relâchement, parce que quand il y a des émissions entières dont il est longtemps été le porte-parole principal, on peut tout dire. Dans un café, comme si c'était un propos de comptoir, on peut tout dire, mais là, on est dans la responsabilité, parce que c'est une forme de responsabilité de s'exprimer sur une chaîne de télévision ou d'être potentiellement candidat. Donc il est dangereux de ce point de vue, mais bien sûr que les Français n'éliront jamais Éric Zemmour. Il n'y aura jamais une majorité pour aller sur ces terrains-là. Il n'y aura jamais une majorité pour sortir de l'Europe. Il n'y aura jamais une majorité pour être complice de la Russie. Il n'y aura jamais une majorité pour considérer que la guerre de religion ou la guerre de civilisation peut être présente sur notre sol. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que le président de la République était chef des armées, disposait de l'arme nucléaire. Vous l'imaginez ? Alors, c'est vrai que s'il y a les électeurs, il disait, je regardais un peu des débats là-dessus, s'il y avait les électeurs de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, ça arrive quasiment à 35%, je crois, aujourd'hui. Quel est votre pronostic, vous, pour l'élection à ce stade-là? Comment vous voyez l'élection qui arrive? À ce stade, c'est-à-dire au mois de novembre d'une élection qui est prévue l'année prochaine, au mois d'avril. On est encore loin, parce que lui, il est même pas, honnêtement, candidat en plus. Candidat pour l'instant. Si on regarde ce qu'était le jugement, c'était il y a 5 ans Alain Juppé qui devait être président de la République ou François Fillon. Avant, ça devait être on a cité Dominique Strauss-Kahn. Avant, on avait parlé forcément de Lionel Jospin, Balladur. Tous ceux qui étaient annoncés ne se sont pas forcément révélés au cours de la campagne présidentielle et au moment du résultat comme président. Donc, soyons patients. La vraie campagne va commencer au mois de janvier, quand on aura tous les candidats, que le président Macron dira s'il est lui aussi candidat, qu'on aura le nom du candidat de droite, parce qu'une partie de ceux qui disent qu'ils peuvent aller vers l'extrême droite viennent de la droite aussi. Donc, si la droite fait son travail sans tomber dans les thèmes et dans les surenchères de l'extrême droite, la droite peut récupérer aussi une part de son électorat. Et la gauche, si elle arrive à donner une ligne, que j'appelle la social-démocratie, c'est une ligne qui peut conjuguer l'écologie, le social et le productif, et nous donner quand même une redistribution qui nous permette de vivre ensemble avec moins d'inégalités, la gauche a aussi la possibilité d'être au second tour. Pour finir l'interview, vous parlez d'Édouard Philippe. Oui. Alors, il ne va pas se présenter en 2022, en tout cas pas pour l'instant, mais beaucoup de gens l'imaginent à la prochaine élection. Vous en pensez du bien? De bonnes choses sur lui? Non, mais je pense qu'il a été un Premier ministre sérieux. Je dis qu'il a eu beaucoup de chance dans la vie, mais il faut avoir de la chance. Il a eu la chance d'être nommé Premier ministre alors qu'il n'était pas connu. Et il a une deuxième chance de ne plus être Premier ministre alors qu'il était connu. Donc, c'est vrai. On va lire tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous. C'était un vrai plaisir et un honneur de vous avoir. François Affronté, Christophe, chercher. Il y a vraiment beaucoup de contenu. C'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Merci, Monsieur le Président, d'être venu. Soyez curieux. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous. Franchement, c'était trop bien. Merci encore à Rhinoshield, notre sponsor, de nous avoir Merci aidé beaucoup, sur cette Rhinoshield. émission. Voilà, il y a plein de coques, vous pouvez voir, il y a plein de collabs C'est ça. sur leur site. On vous met le lien cliquable sous la vidéo. Il y a du PSG, il y a du Star Wars, on a montré tout à l'heure. One Il y a du Piece aussi, on va bien les montrer parce qu'ils sont vraiment stylés Exactement. pour le coup. Et vous pouvez même faire vos propres coques en cliquant sous la vidéo sur le lien cliquable. 60% sur tout le site Et 10% en plus. avec vous le avez code qui porte le nom de l'émission. Vous mettez juste QG, vous aurez 10% de plus. Donc allez les voir, allez dévaliser la boutique. Merci beaucoup à vous tous. Gros bisous tout le monde. Ciao.